Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare. Animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même, Sébastien Zunino. Bonjour les amis, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Comment ça va Cyril ? Ah ouais, je suis en pleine forme. Et toi ? T'es en pleine forme ? Bah écoute, ouais, très très en forme, hein. Ça bosse, comme d'habitude. Comme d'hab. Ouais. Donc aujourd'hui, en fait, on a un sujet qui a été suggéré par une auditrice, hein, si je ne m'abuse, c'est ça ? C'est ça, ouais. Qui s'appelle Christine, c'est bien ça ? C'est Anne-Christine. Anne-Christine, Qui, voilà. Donc tu du coup, peux... que je tiens à remercier parce qu'elle est très active sur la page Facebook. À chaque fois qu'on publie un podcast et qu'on publie du coup l'épisode, enfin les liens de l'épisode sur la page, voilà, elle nous répond toujours pour donner son avis sur la question. Donc c'est toujours très intéressant à lire. Et donc elle nous a suggéré 2 idées de sujets. Et là, du coup, on les a trouvés intéressants et on en a choisi un des 2 pour ce soir. Vas-y, je te donne le soin de nous documenter là-dessus. Ah, c'est parti. Alors du coup, on va parler aujourd'hui du travail au métronome. D'accord. Donc, notre meilleur ami, le métronome, qu'évidemment tous les guitaristes adorent. Alors moi, je vais encore jouer la carte de la singularité sur ce plan-là. Vas-y, J'adore singularise. bosser au métronome. D'ailleurs, en fait, il faut savoir un truc, c'est que j'ai fait plus de 1200 backing tracks sur Internet, sous des pseudonymes. J'ai plusieurs pseudonymes, d'accord, mais je préfère garder ça mystérieux un petit peu, c'est beaucoup plus excitant. Mais je ne bosse jamais sur des backing tracks, quoi. Voilà, jamais. Donc en fait, je bosse toujours au métronome. Parce qu'il y a un truc, encore une fois, qui m'a marqué vachement. J'ai eu des profs très inspirants dans ma vie. J'ai eu de la chance de rencontrer des musiciens et des profs très inspirants. Mhm. Et je me souviens d'un prof qui s'appelle Jean Bizello et qui nous avait dit: mais les gars, si vous faites pas groover un métronome, vous pourrez jamais faire groover un groupe, quoi. Ouais. Et, C'est pas un bassiste Ah si, c'est bassiste, ouais. prof C'est un prof au MAI ? Ouais, Musique d'accord. Académie Internationale. Donc c'est vrai que lui, groover, excusez-moi l'expression, groover sa mère. Donc il s'avère que sa mère restait, et puis que, en fait, là, dans l'épisode, je vais pas vous spoiler tout de suite, mais je peux vous donner, par exemple, des centaines de façons de travailler au métronome. Je sens qu'on va se faire plaisir ce soir. Voilà, Ça commence bien là. Et en plus, j'ai fait une vidéo sur comment développer son sens du rythme, tout ça. Donc, Un sujet du coup qu'on abordera aussi en podcast. ouais, tout à fait. Donc, écoute, je te donne la main. Ouais, et du coup, tu vois, par rapport au métronome, là, ça va être intéressant parce que j'ai une approche assez différente. C'est-à-dire que, alors moi, le métronome, c'est pas quelque chose qui me gêne non plus parce que je l'ai beaucoup utilisé. Je l'utilise pas systématiquement, mais je l'ai quand même beaucoup utilisé. Ça me dérange pas de travailler au métronome, mais ça va dépendre des contextes, tu vois. On va dire qu'il y a, par exemple, quand je travaille des choses vraiment purement de technique pure, c'est-à-dire de choses purement digitales, tu vois, type les chromatismes habituels, hein, avec les 4 doigts ou des fragments de gamme, ou en tout cas des choses qui n'ont pas une vocation vraiment musicale, mais qui sont vraiment purement de l'ordre de la digitale, pour la main gauche notamment, mais ça peut être aussi le cas pour la main droite. Là, c'est le genre de choses que je ne vais pas hésiter à travailler avec un métronome, pour une raison toute bête, c'est que le métronome, il est parfait. Il a une précision qui est absolue, et du coup, quand tu vas chercher justement à entraîner ta main gauche ou ta main droite à travailler vraiment sur une énorme précision rythmique et précision de placement dans la mesure, etc., le métronome, il est parfait pour ça, parce que du coup, si tu es à côté, c'est pas parce que le batteur, il est un petit peu fluctuant, tu vois, c'est parce que toi, tu t'es planté. Donc là-dessus, il a une perfection qui est très bien pour la technique pure. Après, moi, quand je dois travailler des choses plus Alors là, musicales... j'aimerais rebondir directement là-dessus. Vas-y, rebondis. En fait, mon but, ça c'est totalement personnel, ça va avec les styles que j'ai envie de développer. Mhm. Euh,
c'est justement pas forcément d'être parfait mécaniquement. Enfin, j'ai pas envie de dire mécaniquement dans le sens péjoratif, mais plutôt dans Oui, le sens quantifiable mathématiquement en fait. oui, oui, oui. J'aime bien, par exemple, pour ceux qui connaissent John Scofield ou Sylvain Luc, par exemple, des gars Mhm. comme ça. Enfin, il y a un moment donné, tu peux il- dans ces styles-là, je parle pas du gent ou du progressif ou des musiques qui doivent être hyper carrées, où tu as deux guitaristes dans le Mhm. groupe qui doivent jouer à la milliseconde près, avec le batteur qui est lui-même étrigué et compagnie, qui souvent joue sur une séquence ou avec un clic. Oui. Mais je pense que moi, je me sers plus du métronome comme du fait de vraiment déjà le faire vivre, en fait. Mhm. Faire en sorte qu'il me réponde, faire en sorte que même si je travaille par exemple le jeu laid back, en fait, jeu en arrière du temps ou l'interprétation rythmique par exemple, Mhm. faire en sorte de garder quand même le tempo tout en jouant au fond du temps et en interprétant ta phrase Mhm. rythmiquement en fait. Voilà. C'est vrai que quand tu joues par exemple, notamment quand je fais les backing tracks, il faut que la rythmique elle soit parfaite. Oui. Que ce soit une rythmique acoustique, puisque c'est pas le même ressenti. Hein. Là, on parle de job de studio et donc de l'aspect que tu que tu évoquais juste Mhm. avant. Mais lorsque je travaille sur le chorus, j'essaie vraiment de travailler sur notamment les accentuations. Enfin, je travaille jamais un truc. Par exemple, si je travaille une gamme, et c'est ce que je disais dans un cours Scape cet après-midi, là, je dis, moi, quand je travaille une gamme, je travaille pas une gamme, quoi. Moi, je travaille une mélodie qui pourrait être apparentée à une gamme. Oui, et c'est quelque Euh, chose dont tu parlais aussi dans une de tes récentes vidéos, si je dis pas de bêtises. oui, tout à fait, ouais. C'est dans le sens où je peux pas. Enfin, pour moi, ça doit être en tout cas dans le style de musique dans lequel j'ai envie de me développer, donc plus ou moins, on va dire jazz, qui pourrait être Oui. apparenté à un style jazz ou jazz fusion, jazz funk ou smooth jazz, appelez-le comme vous voulez, ou tout simplement une musique improvisée qui serait en fait la synthèse de tout ce que j'ai écouté jusqu'à présent. Voilà, c'est que j'essaye vraiment toujours de travailler sur l'accentuation, l'interprétation, mais l'interprétation au sens dynamique et au sens rythmique aussi, quoi. Voilà. Mhm. Oui, après, c'est sûr que par rapport au travail des gammes, je te rejoins sur l'idée. Bon, je commence à digresser, hein, normal, Ouais, sinon ce serait pas de nos podcasts. Mais c'est vrai que l'aspect gamme, finalement, euh, je pense notamment ceux qui sont orientés sur les genres un peu heavy metal et ses dérivés, ils ont tendance à voir la gamme comme le truc que tu vas débouler. De manière droite, c'est-à-dire les notes dans l'ordre, si tu veux, ouais, ouais. simplement pour l'effet de vitesse, mais qui ne pensent pas forcément la gamme comme avant tout une couleur et un Oui, réservoir de notes. Finalement, c'est un peu comme si on te donnait un réservoir de mots. Tu as, tous les mots possibles de la langue française, bon, on t'en choisit certains, on te les met dans un sac, et avec ça, tu peux les combiner un peu comme au Scrabble, une sorte de Scrabble avec des mots, où tu peux les combiner pour former des différentes phrases, et selon l'ordre des mots que tu choisis, ça va donner des sonorités, des ambiances différentes. C'est avant tout ça, quoi. Moi je pense beaucoup l'utilisation des gammes comme ils le font au Moyen-Orient, comme ils le font en Asie. C'est-à-dire que ça avant tout, ils ont une approche qui est beaucoup plus, bon, déjà modale, mais en tout cas, où ils vont travailler vraiment sur une ambiance. Moi, je me réfère souvent, par exemple, à la musique indienne, ou si on prend même historiquement, au niveau classique de la musique indienne, c'est que ils vont se dire, par exemple, certains modes, ils vont les jouer qu'à certaines périodes de la journée. Tu vois, par exemple, il y a des modes, c'est que le matin ou que le soir, parce qu'ils ont une certaine ambiance, une certaine couleur qui se prête qu'à certains moments de la journée ou certaines saisons. Et du coup, voilà, pour donner une petite extension par rapport au travail justement des gammes et des modes en général, comme tu le dis, c'est vrai que les auditeurs pensaient avant tout à cette idée de couleur et d'essayer de construire finalement des choses euh, qui pou- j'ai envie de donner ce conseil-là qui pourrait à la limite être chantable. Ça, c'est un bon exercice aussi à faire. Bon, là, alors là, je sors du métronome complet, mais c'est pas grave. Je pense au hmm, morceau Wish You Were Here de Pink Floyd, où on a cette petite mélodie de Gilmour qui est jouée en même temps qu'il la chante à la guitare. Ça, c'est vachement intéressant à faire quand on explore un mode, c'est d'essayer de chanter en même temps qu'on joue. Pas forcément simple toujours, mais je
trouve que c'est une bonne approche pour justement improviser des choses qui vont être, Moi, je qui trouve que vont être c'est essentiel. mémorisables, qui vont être expressives, Pour tu vois, qui travailler vont être, pour travailler et comprendre les ouais, modes, moi, je dis que c'est essentiel. Tu te fais un bourdon, en fait, sur une note c'est ça. et tu Le chantes bourdon, les... tu- c'est une note tenue, hein, pour les auditeurs qui connaissent pas ce terme. C'est une note qu'on va laisser, par exemple, à un do qui va tenir en fond sonore, un et ostinato, par-dessus, vous allez, voilà, c'est, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que et de chanter les intervalles en fait qui composent le mode. Et ouais. là, tant que t'as pas fait ça, t'entends pas. Et Et une fois d'ailleurs, que, oui, dis-moi. quand on dit chanter les intervalles, peut-être préciser quand même, chanter les intervalles toujours par rapport à la tonique du mode. Parce que sinon, ça n'a pas trop, vraiment À de la sens, hein. Toujours, fondamentale, à la voilà, fondamentale. toujours se référer à ça. Donc, si vous avez un mode, voilà, que vous prenez la gamme de Do de n'importe quel mode, je sais pas, Do lydien, bah, toujours chanter les intervalles à partir de Do pour avoir justement donc do, ré, do, mi, etc. Pour sentir justement la distance de chaque note du mode, chaque note de la gamme plus précisément, Par par rapport à la rapport à la fondamentale. tonique. Voilà. Ouais. Et donc voilà, et puis notamment bon, pour le travail rythmique, parce que j'imagine que la personne qui pose cette question, c'est parce qu'en fait elle se demande si elle pense que c'est bien de travailler au métronome et Ouais. Peut-être dans quel contexte aussi, ça peut être bien de l'utiliser. voilà, parce qu'après il peut y avoir des déclinaisons infinies, par exemple pour travailler Oui. le tempo intérieur. Ce que j'appellerais le tempo intérieur, c'est Mhm. le fait de garder une cohérence euh, de tempo quand on joue seul, par exemple. Oui. Quand tu fais une rythmique. Alors, petite anecdote, moi, ce qui m'a beaucoup aidé à développer ça, le fait de garder le tempo quand tu joues seul, euh, c'est le fait qu'en fait, il y a quelques années, donc bon, pour ceux qui savent pas, j'ai été intermittent du spectacle pendant pratiquement 20 ans. Et les 10 dernières années, enfin la moitié quoi, des années, en fait, je jouais dans un groupe qui s'appelait Groove Gang avec qui on faisait tout, en fait, on faisait funk, soul et compagnie, machin truc. Et il a Mhm. commencé à avoir des restrictions de budget et de plus en plus de plans à deux. Et donc je me suis retrouvé D'accord. avec Steve. Donc Steve, je pense pas que tu écoutes ce podcast, mais en tout cas, si tu l'écoutes, je t'embrasse. Euh, le truc, c'est que, écoute, si tu entends ce podcast, je te fais un chèque de 1000 euros. Voilà. Si tu viens pas me le réclamer. Ça vaut le coup, là. Et en fait, Euh, on a essayé des trucs avec Steve, c'est-à-dire qu'au début, en fait, on a essayé on a essayé les loopers, la guitare électrique, Mhm. on a essayé des séquences, on a essayé une boîte à rythme. Et en fait, comment dirais-je, Vous le on se- sentiez pas, quoi. non, on le sentait pas. Et en Mhm. fait, un jour, on a oublié, parce qu'en fait, c'est le problème, c'était de se lâcher des deux mains. Ouais. Et un jour, on oublie le looper, en fait, au local. On part faire le plan, on se retrouve à Port-Grémaud, je me souviens. Dans un établissement qui faisait une bouffe vraiment pas dégueulasse. Mhm. Euh, et en fait, on oublie le looper et je dis putain, j'ai oublié le looper, machin truc. Bon, bah tant pis quoi. Et en fait, on a joué à deux, seuls comme ça. Et en Mhm. fait, on n'a jamais autant pris de plaisir. Ça faisait 3 mois qu'on faisait ça. On n'avait jamais autant pris de plaisir que de faire ça. Et en fait, on s'est dit, bon, non, là, on lâche tout. On chante tous les deux avec juste la guitare. Deux voix, une guitare. Et on fait Ouais. ça. Et on a fait des centaines de plans à deux. Voilà. Des fois, pour te dire, c'était vraiment, à un moment donné, le duo, c'était la grande mode à cause des budgets, hein, à cause des Mhm. restrictions, tu vois. Et en fait, du coup, on a travaillé sur le fait d'avoir une cohérence, donc du fait que donc, quand tu joues seul de la guitare, il fallait qu'on entende la basse, la batterie, il fallait que ça groove, Ouais. il fallait que la partie elle soit arrangée pour guitare seule, il fallait, même des fois je chorusais tout seul. Et en fait, au final, après des centaines de plans, en fait, on partait tout le temps en impro, les morceaux, on les prenait un coup en reggae, un coup pop, un coup ci, un coup là, après on changeait de style pendant le morceau, des fois on faisait des medley. Et le fait est que il fallait qu'il y ait cette cohérence de tempo. Euh, Mhm. Autant on pouvait changer la tonalité, monter, vas-y on monte, flan, tu vois, on monte, truc, on peut changer la tonalité. Moi je lui fais un accord de dominante pour lui prévenir qu'on va changer de tonalité. Ouais. Lui il improvise au chant et tout. Alors autant c'est pas dérangeant les notes, mais quand le tempo il est pas cohérent, Ouais, ça met tout par terre, quoi. voilà, ça met tout par terre. Donc ce qui était Tu- important, Tout c'était le dynamisme. voilà, de garder le tempo et de Ouais. groover.
et qu'on Mm. entende la basse. Ça, c'était le plus important parce que quand la basse manque, c'est vraiment quelque chose de. C'est Oui, vraiment pas bon. c'est un peu l'instrument, le parent pauvre dans les groupes, qui est un peu le vilain petit canard, alors que c'est un instrument qui est super Essentiel. fondamental, Essentiel. on sent vraiment, en fait, généralement, quand la basse est présente, on se rend pas forcément compte de son utilité, mais on le comprend quand elle est plus là, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Et là, on se Et dit, putain, un bassiste, en fait, c'est utile. voilà, c'est ça. Et en fait, donc, lorsqu'on travaillait au local, c'est vrai qu'on travaillait au clic. Tu vois, Mm. même on travaillait, bon, on avait un répertoire à deux, on avait vraiment un répertoire énorme puisqu'on avait tout notre répertoire du groupe et on Ouais. avait monté, je sais pas moi, des centaines de morceaux, des centaines. Parce qu'en fait, comme on jouait beaucoup, sinon on se fait chier, hein, à toujours jouer les mêmes morceaux tous les Mm. soirs, tu vois. C'est sûr. Et je me souviens qu'on branchait, quand on répétait, on branchait le clic sur la sono. Et puis, des fois, par exemple, même pour des morceaux vraiment, tout ce qu'il y a plus de basique. Et ça, moi là-dessus, ça m'a vachement développé, hein. Donc, Mm. moi, je dis que c'est toujours bien le métronome. Et si jamais tu fais groover ton métronome, que t'es pile poil avec lui, que même plus tu te poses la question s'il est là ou pas, tu le ressens en fait. Et même tu le Mm. ressens. Je vais te dire un truc, je crois que j'ai tellement bossé au métronome que, que par exemple, que j'écoute certains groupes, que j'entends que le batteur, il y a des coups qui sont décalés dans son. Qui sont pas. Comment dirais-je? Ouais, tu sens justement, c'est pas hyper carré niveau pulse. Ben, je dirais pas que c'est pas carré, parce que l'ensemble est cohérent, si tu veux. Mhm. Mais je vais pas citer de groupe parce que j'ai pas envie de faire polémique, etc. Mais il y a carrément des batteurs qui ont aucun sens du rythme, quoi. Faut Ah pas se bah voiler. ça c'est clair, et tu as des tonnes de morceaux où tu vois que tu as des fluctuations de tempo énormes. Moi je le vois parce que je fais beaucoup de Alors, retranscriptions, et des fois tu vois, je fais des retranscriptions partielles. Par exemple, je vais retranscrire un couplet, je vais retranscrire tu vois, des mois plus tard une autre partie d'un morceau, et des fois je me rends compte quand je retranscris le début du morceau, il est genre, allez, je dis à 120, je retranscris genre le pont qui est 3 minutes après, tu vois que le tempo il est à 124 et il est plus à 120, ou tu vois qu'il ah y a mais ça des fois des tu vois énormes ça fluctuations. moi je parle pas de ça parce qu'en fait moi ce que je prône entre guillemets c'est que si la musique elle demande à prendre 4 points ou même 15 Mhm. et que tout le monde joue sur ce changement de tempo, je trouve pas ça dérangeant. Alors, par exemple, je vais vous Bah, prendre ça l'est pas pour les forcément auditeurs, parce que tu le écoutez perçois pas quand tu écoutes. écoutez par exemple September de Earth, Wind and Fire et mettez le morceau de la fin au début. Le morceau, il a pris 15 points, je crois, hein. C'est énorme. Mais la musique demande ça. Oui, Et c'est pas écrit c'est pas parole d'évangile, le fait que le morceau ne je puisse suis pas bouger d'accord. de tempo, si la musique le Ah demande. oui, Moi, ouais, ouais. là où je voulais en venir, moi, c'est plutôt sur par exemple, des coups de caisse claire ou des Mhm. coups de guitare rythmique, tu vois. Ouais, c'est plus dans le niveau du détail en fait ce que tu dis là. C'est plus que moi je parlais plus du global. Là, ce que tu dis toi, c'est vraiment plus à une échelle vraiment très détaillée, Voilà, il y a à des l'intérieur groupes de la mesure, très quoi. très connus et notamment un un groupe qui est mondialement connu où quand tu écoutes le batteur, t'es pas. Tu te dis, mais. Enfin, enfin, c'est une Je crois boucherie, que quoi. je pense que les auditeurs, ils attendent tous les noms là. Ils se disent, allez, il va te Non. dire qui c'est. Ben, avant ça, alors, si vous voulez savoir le nom de ce batteur-là, vous n'avez qu'à mettre 5 étoiles sur iTunes avec un commentaire sympa. Voilà. Et peut-être bien que vous aurez l'épisode sur les élèves X-Men et en fait le nom du batteur en question. Et puis un groupe français aussi qui est assez Ça connu. tease là, ouh là là, ça tease. Et d'ailleurs, on a eu un commentaire sur Apple Podcast là, le dernier commentaire qu'on a eu justement, la personne nous demandait, désolé, j'ai oublié, j'ai plus en tête le nom là, mais la personne demandait l'épisode de X-Men là. Ça commence à Ça- être très très demandé. ouais, ouais, ça Je crois commence à qu'on être demandé, mais va pas avoir le choix là. je pense qu'on le sortira peut-être pour Noël. Attends, Ah, ça serait un beau cadeau. ça serait un beau cadeau. Et puis je pense que. Attendez, je vais regarder, je vais consulter l'agenda pour voir quand est-ce que tombe Noël. Si ça tombe un jeudi, ben, vous l'aurez pour Noël. Ah bah tu vas pas le croire, ça tombe le réveillon, quoi. C'est le 24. Sérieux? Oh Ouais. là là, la classe. Donc voilà, tu vois. Vous l'aurez pour Noël pour parce que nous avons quand même entre 300 et 400 auditeurs récurrents par épisode, quoi. Hmm, Ce qui est, je trouve, énorme. c'est énorme, oui. Hmm. Donc tout ça pour dire que
Euh, Moi, je pense que c'est une bonne chose et que surtout, encore une fois, comme tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, parce qu'aujourd'hui on est sur le 13e épisode, je crois, Ouais, j'ai plus euh, le compte là. le C'est 12e possible. ou le 13e, ce qui est important, c'est d'arriver à trouver le plaisir quoi qu'on fasse. Mhm. Il faut que le métronome, on y trouve du plaisir, quoi. Euh, Oui. voilà, Oui, pas que ce soit perçu comme une contrainte, chose qui est quand même souvent beaucoup le cas, hein. La plupart des guitaristes trouvent que c'est une contrainte et aussi le trouvent aride. Je pense que par rapport au son, tu vois que c'est quelque chose d'un peu même gênant pour beaucoup de guitaristes. Ils vont être saoulés, tu vois, d'entendre un métronome qui fait son tic-tac en continu et au bout d'un moment, ils préfèrent se mettre par exemple une drum machine. ou un Moi, je bon le vois par backing track exemple. fait par Ouais, moi, voilà. par mes soins, qui en fait, dont le but est que tu remettes le backing track 50 fois et donc en fait que quoi que tu fasses sur le backing track, ça peut sonner bien parce qu'en fait je mets tellement de petits instruments et de notes d'accords enrichis que quoi que tu joues, quelle que Mm. soit la note que tu joues sur n'importe quel accord, en fait c'est fait pour que ça sonne bien. Donc en fait tu progresses pas quand tu fais ça. Je veux dire, tu vois, c'est pas que je me tire une balle dans le pied parce que je m'en fous puisque en fait j'ai que les Français c'est même pas Mm. 0,3% des gens qui jouent sur les backing tracks en fait sur ma chaîne, mais le backing track, il est fait pour que avec ta Penta, tu te prennes pour Steve Vai, quoi. Après, tu vois, je Et suis pas forcément d'accord. Enfin, je te rejoins sur ce point-là, sur ce que tu viens de dire, mais par contre, je pense qu'il y a une dimension dont tu parles pas par rapport au backing track qui pour moi est vachement important. C'est que quand tu travailles sur un backing track, pardon, contrairement à un métronome, c'est que tu bénéficies de l'énergie et de la dynamique des autres instruments qui jouent. Toi, le métronome, il t'apporte que sa pulsation à lui, mais quand tu joues sur un backing track, tu as l'énergie de la guitare qui a été enregistrée, de la batterie, de la basse, ben, des claviers éventuels. Et si tu veux, ça te moi, je porte en tant que te, musicien, si tu veux, un peu comme quand tu joues par-dessus un groupe, par-dessus un CD, tu c'est vois. pas que je veux, comment dirais-je, porter préjudice à mon propre travail, mais si tu veux, en gros, moi, je trouve que c'est une erreur de bosser sur un backing track parce que les mecs, donc moi, je publie des backing tracks de 10 minutes, en gros, je me débrouille Mhm. pour que ça dure 10 minutes, et que les mecs jouent ça pendant 10 minutes, du solo pendant 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, et que du coup, ils font jamais de début, jamais de fin. Mhm. Un solo, ça doit avoir un début, un milieu, une fin. Ou pour être encore plus dans la narration, j'ai envie de te dire, ça doit avoir une introduction, Oui, comment c'est une ça s'appelle ça? histoire, un développement, Un élément perturbateur, un mhm, développement, une un point résolution, culminant. un point culminant, etc. Et Mhm. une pré-conclusion et une conclusion, et une fin surtout. Et Ouais, le mais problème du backing track, c'est qu'en fait, tu t'improvises des heures et des heures et des heures, et qu'en fait, tu construis jamais rien. ouais, mais ça, est-ce que c'est Et pas un problème c'est pas un problème du backing track, à mon avis, c'est un problème de la personne en elle-même, parce qu'à la limite, non, tu peux parce faire cette que, erreur aussi sur un métronome. tu sais, quand tu fais, ben, Parce que le backing track, mine de rien, il a une histoire en lui-même. Tu vois, je prends par exemple tes backing tracks, tu fais souvent des formes AB avec une première grille puis une deuxième grille. Ça, mine de rien, ça te permet déjà de construire une narration. Le fait que tu aies cette alternance entre un A et un B, et aussi tu as une évolution dans le backing track. Tu vas avoir des backing tracks qui vont commencer doux, et après tu as la batterie qui va un peu s'énerver, tu as peut-être une guitare en plus qui va se rajouter, des choses comme ça, et ça t'amène alors, naturellement plus aussi, ça par exemple, ça va, va te et porter vers un développement, tu ça vois. c'est vrai que plus ça va, plus je fais les backing tracks qui évoluent en fait pendant 10 Hmm. minutes. Ouais. Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, celui qui va être posté demain, c'est le cas. En fait, c'est un morceau qui, en fait, à la base, c'était une commande, et puis en fait, la personne ne Ouais, l'a pas pris. d'accord. Et en fait, du coup, tu as 10 minutes d'évolution jusqu'au point culminant à la fin. Mais pour en revenir au métronome, quand tu bosses au métronome, ce qu'il y a, c'est que t'as rien. Moi, je vais être franc avec toi. Du coup, je suis vachement. Quand je bosse, par exemple, bon, je bosse pas sur mes propres backing tracks et quand Mhm. je joue sur mes backing tracks, c'est que je fais un live sur YouTube et que je prends mes propres Ouais. backing tracks pour leur faire leur propre pub. Mais euh, c'est vrai que quand tu bosses au métronome seul, et encore, moi, quand je bosse au métronome, je vais pas mettre le clic sur tous les temps. Je vais plus Hmm. mettre sur le 2 et le 4 ou Ouais. que sur le 4. Ou des fois, je vais penser le clic, c'est le contretemps, ou la deuxième double, ou la quatrième double, le deuxième triolet, le troisième triolet, ou 5 doubles croches.
C'est-à-dire que mon clic, il va Hum. faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, Ouais. 3, 4, 1, Du 2, coup, ça se 3, décale, 4, ça fait 1, des 2, 3, déphasages, ouais. 4, 1, 2, tu vois, voilà. Ou Ça, c'est l'accroche point. vachement important ce que tu dis là, effectivement, c'est que le métronome, en fait, tu l'interprètes de la manière dont tu le souhaites. En fait, c'est une valeur absolue et toi, tu lui donnes en fait en fonction de ce que tu joues par-dessus. Parce que c'est ça il faut pas confondre métronome et rythme. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont Non, non, confondre ça. non, c'est tempo et Ouais. rythme, plutôt. Mais même métronome, enfin, ouais, quand je dis métronome, je parle de la pulsation, mais pulsation, c'est un peu le squelette sur lequel on va venir mettre le rythme, en fait. Et le rythme, du coup, effectivement, tu peux interpréter la pulsation du métronome comme tu le souhaites, en Ah fait. ben, Et rien effectivement, comme que, tu le dis là, c'est très juste. rien que déjà, essaye de faire, par exemple, de travailler sur le métronome en pensant que le métronome, en fait, c'est des croches pointées, mais swing. Oui, Tu vois? Alors là, je te dis, ouais. mais c'est que Là, même de jouer des c'est du noirs, mindfuck. ah ouais, voilà, c'est ça. Ou après, moi, c'est vrai que je bosse pas mal le quintolé, ces trucs-là. Essaye Ouais. de t'imaginer que le métronome, c'est soit des triolets de noirs, Mm, soit des quintolés, ou le 3 ou quatrième, cinquième quintolé du temps. mm, Ou, imagine-toi que. Ou alors, mais même des trucs très difficiles, comme par exemple, imagine-toi que ton ton clic, tu mets le clic très très lentement et tu t'imagines que tu joues des mesures à 4 temps, mais qu'en fait ton clic c'est 5 temps. mm. Donc toujours pareil, hein, ça fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, Ouais. 2, 3, Ça 4, déplace les 1, accents, 2, quoi. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Tu vois? Mm, Donc en fait, ça après, il y a des millions de façons de s'amuser. Et après, maintenant, il y a ce qu'on appelle les gap clicks. En fait, c'est par exemple, tu vas avoir le clic pendant 8 mesures, d'accord? mhm. Et pendant 4 mesures derrière, t'as plus de clic, en fait, pour voir si tu gardes le tempo ou pas. Ouais. Ouais, ça, c'est effectivement une bonne façon de travailler également. Voilà. Euh, Par rapport, donc ça effectivement c'est un avantage du métronome par rapport au backing track parce qu'effectivement le backing track, la pulsation elle est immédiatement contrainte en fait parce que on t'a fait un rythme par-dessus cette pulsation donc tout de suite voilà c'est en 4/4, c'est en 3/4, c'est en 6/8, enfin Et puis il y peu a le importe groove du morceau, effectivement. parce que Voilà, t'as le tempo. tu peux avoir des tempos, admettons, tu peux avoir 150 morceaux à 70, Hmm. mais il n'y en a aucun qui va être dans le même groove. Voilà, Donc, parce que effectivement, en plus, mine de rien, le tempo peut, avec un métronome, tu peux t'en abstraire parce que tu peux l'interpréter différemment. Tu peux penser que ta pulsation de métronome, ça va être une battue à la noire, ou alors à la croche, ou alors éventuellement à la double croche. Et en fait, tu peux ressentir un peu le tempo de différentes manières. Après, par contre, tu vois, par rapport au backing track, je pense quand même que, à mon avis, l'erreur, c'est pas le fait de travailler sur des backing tracks. Je pense que l'erreur, elle se situe pas vraiment là. À mon avis, l'erreur, c'est plutôt, c'est une erreur de stratégie de travail. Si tu veux, quand tu vas non, mais travailler après, une backing track, attends, je t'explique le truc. Quand tu vas travailler une backing track et que la personne, elle va faire comme tu disais, tu vas improviser au pif comme ça, juste passer 10 minutes à faire des solos sans forcément chercher à faire du développement, etc. À mon avis, ça, c'est pas le problème d'avoir travaillé sur la backing track, c'est le problème d'avoir travaillé avec la mauvaise stratégie, c'est-à-dire avant de lancer ta backing track, déjà te dire, OK, elle est dans quelle tonalité ma backing track, c'est quels sont les accords, et après se dire, qu'est-ce que j'ai envie de travailler avec cette backing track. Se dire, si tu te dis avant la backing track, OK, j'ai envie de travailler sur créer des introductions de solo. Tu vois, et vraiment, tu te concentres sur ça. Ou alors te dire, là, je veux travailler que sur des variations d'une mélodie. Ou alors te dire, je veux faire un solo qui va débuter sur, par exemple, éventuellement faire les grilles d'accords, la grille d'accords du morceau, et ensuite basculer en mode solo, et ensuite rebasculer en mode grille d'accords, tu vas passer du rôle rythmique au rôle soliste. Là, tu te donnes des contraintes de travail, et là, à mon avis, le backing track, il prend une dimension qui est plus utile, tu vois. Parce que toi, tu t'es donné une stratégie de comment tu vas travailler avec le backing track. Tu l'as pas juste lancé en mode YOLO, et puis tu joues des notes, les notes qui te viennent, tu vois. hmm. Après, encore une fois, nous on parle quand même dans un contexte de se dépasser, hein. Ce dont on parlait Ouais, avec Alex Cordo la dernière fois, c'est le fait de se ouais. dépasser. Effectivement, plus tu travailles de... Pareil, les petits tempos, moi je me débrouille de travailler tous les tempos, hein, Mm. parce qu'en général, quand tu mets ton clic, tu as tendance à travailler le 70, 75, 80, Ouais. 85. Et le plus dur, c'est l'élan, Voilà, c'est clairement. ça. Ça, D'ailleurs, je c'est vous donnerai horrible. un exercice C'est à ça que tu vois un bon batteur, par exemple. C'est sur les qui, tempos lents. qui est très... Je vous donnerai un exercice qui est très intéressant, mais... euh,
c'est encore une fois, c'est aussi, nous là on parle de ça parce que bon, on fait que ça toute la journée, on a envie d'être plus performant, etc. Mais une personne qui travaille, qui se tape 1 heure d'embouteillage le matin, 8 heures de boulot avec des gens qu'elle peut pas encadrer et 1 heure Ouais, d'embouteillage le soir, bon, quand elle rentre, elle a peut-être pas envie de se mettre le clic, travailler au c'est ça. clic. Elle a Je suis peut-être, elle d'accord. préfère se mettre un backing track et prendre son pied pendant 10 minutes. Hmm. Ça voilà. Après moi je dis que le clic, t'es pas obligé de travailler avec la guitare. C'est ce que j'expliquais un peu dans Oui, ma vidéo du jour d'aujourd'hui là. C'est que tu peux te mettre dans la voiture ou en attendant le bus ou dans le métro, tu te mets un clic dans le casque et tu t'entraînes à chanter du rythme, à taper dans les hmm. mains et chanter des rythmes. Ouais, ouais. Ça c'est le truc. Bon moi bon je peux le dire, c'est mon produit qui est le plus vendu sur mon site. Hmm. C'est la formation comment développer son sens du rythme. Parce qu'en fait, il n'y a pas que des guitaristes, hein. J'ai beaucoup de. Tu vois, hier, j'ai eu un message d'un mec qui fait de l'harmonica. Ça- Le rythme, c'est propre à n'importe quel Voilà, instrument. c'est ça. Et donc, en fait, c'est une formation où il y a très peu. Alors, à la fin, il y a un truc pour les guitaristes qui dure, Ouais. je sais pas, une demi-heure, 45 minutes. Mais c'est vraiment axé sur ça et ça marche, quoi. Ça vient du Hmm. Conacol. Le fait bon, t'as juste besoin d'un clic. Et le fait de travailler avec le métronome sans l'instrument, c'est clairement, ça te fait du bien à toi. J'ai même une personne qui Est-ce que fait tu intériorises plus? Voilà, et puis non, mais même ça t'éduque. Hmm. Ça t'éduque, ça te détend, ça t'aide à te caler dessus, ça t'aide à le matérialiser, ça t'aide à comprendre le rythme. Hmm. Parce que pareil, les gens ont du mal à lire le rythme et tout, alors que je veux dire, tu peux pas faire plus simple comme truc. Et si tu veux, j'ai même une personne qui a acheté la formation et qui, en fait, lui, fait du théâtre. Il m'a dit, mais moi, au théâtre, ce truc-là, ça m'a vachement aidé, quoi, si tu veux. Hmm. Et, euh, et je pense que t'es pas obligé d'avoir l'instrument pour travailler au clic, tu vois. Ouais, clairement. Juste en te tapant dans les mains. Par exemple, Hmm. dans la musique indienne, le konakol, par exemple, le konakol, c'est le fait de chanter des syllabes. Alors eux, ils prennent takadimi, 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 etc. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube où c'est une boucherie. Il y a des spécialistes du konakol qui font des trucs de fou. Mais ils sont obligés de chanter des trucs, quel que soit Ouais, l'instrument. Ils sont obligés de faire du konakol, tous. Que tu joues du sitar, des tablas ou quoi ouais. que ce soit. Et en fait, les mecs, ils chantent tout ce qu'ils doivent jouer. Et donc, en fait, quand ils arrivent sur l'instrument, ils savent déjà, ils ont plus que le problème inhérent à leur instrument, en fait, que le Oui, problème c'est ça. La technique. technique Alors que pure, quoi. le morceau, ils l'ont, quoi. Ouais, Tu vois, ouais, ou je ce qu'ils vois. doivent jouer, ils l'ont, ils le ressentent et tout ça. Et parce que la musique indienne, pour ceux qui savent pas, déjà, c'est une musique qui n'a pas le même tempérament, donc il y a beaucoup plus de notes. Je crois qu'ils ont Ouais. 72 notes, enfin, je veux pas Ils dire utilisent de. les quarts de ton, par Voilà, c'est exemple. ça. Et aussi, ils Pas le sont même pas sur rapport des au temps. mesures. Pardon? Ils n'ont pas le même rapport au temps. Ouais, Ils ont voilà. justement des mesures qui peuvent faire plus de 100, 100 ans, par Voilà, exemple. c'est exactement. Tu vois. Donc, du coup, si toi, tu ressens pas la chose, t'es foutu. C'est ça. Quand tu vois Ouais. comme un débutant, il peut galérer à sentir un cycle de une mesure ou deux mesures ou Ouais, quatre mesures, quand tu vois que eux, ils ont effectivement. 72, 80 ans des fois selon le morceau qu'ils doivent jouer, puisque c'est tout apparenté à la prière, ce que tu disais tout à l'heure, Mhm. euh, à la prière ou à certaines périodes de l'année ou selon les modes, hein, tu parlais de ça. Ouais, c'est ça. Là, pareil, si tu sens pas le cycle, t'es foutu, quoi. Et ce que tu dis là, ça se rapproche assez de la méthode Caudalie aussi. Je sais pas si tu as déjà Non. entendu parler, mais c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est un truc qui est pas mal utilisé pour les gamins où justement on travaille le rythme avec des syllabes. Donc c'est vraiment très proche de ce que tu dis là. Moi, je suis totalement d'accord et je vais te dire un truc que je vais te dire, ça vient carrément d'un mec, je vais vous dire après de qui ça vient, de qui Oui. vient cette citation et vous allez halluciner. Euh, En fait, un rythme, ça doit se jouer, quoi. Mm. Ça doit se transmettre. Écrire le rythme, c'est bien parce que ça nous permet de. Ce que je dis, la musique écrite, mais c'est génial parce que ça nous permet Oui, d'avoir ça des permet de milliers, formaliser. des centaines de milliers de partitions qui ont été écrites Oui. à travers les âges. Mais en vérité, la transmission orale, c'est ce qui est le plus logique. Lorsque tu apprends à tes enfants quelque chose, tu leur écris pas. Mm. Tu leur écris quand ils sont à l'école parce que c'est comme si, quoi. C'est comme si, comme ça. Mais quand tu leur apprends à parler, quand tu leur apprends, quand tu leur inculques des valeurs
ou que tu veux leur expliquer quelque chose, tu vas le faire oralement. C'est Tu, ça. tu Ouais. vois? Et en fait, encore une fois, un rythme, commencer à apprendre leur rythme en faisant du solfège rythmique pur, c'est rien. Je trouve ça complètement aberrant et je pense il vaut mieux faire vivre le rythme. Parce que c'est Oui, ça. faut que ça passe par une compréhension corporelle, en fait. Quand tu vois qu'il y a d'ailleurs pas mal D'ailleurs, de cultures où c'est la musique est Boulez. purement orale. C'est Ah Boulez oui. qui dit ça. Donc tu vois, on est Hum. quand même face au père de la musique contemporaine en Ouais, France, quoi, tu vois, hum, qui est plus c'est même plus des théoriciens, là, c'est des chercheurs. Donc, tu vois, lui-même te dit ça avec toute sa science, hum. donc, et puis tout son intégrisme. Parce que c'est un Oui, intégriste aussi, hein, il faut le savoir, puisque j'ai de la chance, oui, Alex, oui. je sais qu'il écoute le podcast. Il m'a parlé de Boulez, puisqu'il connaît des gens qui sont à l'intercontemporain et tout, puisque Ouais. Boulez est une personne qui me fascine quand même beaucoup. Et ces mecs-là, ce sont des intégristes de la musique, quoi. Donc, et qu'un mec comme Boulez, il te dit non, mais un rythme, quand tu apprends aux enfants, il faut le vivre, le jouer, plus que l'écrire, c'est Hum. quand même vachement significatif, quoi. Ouais, ouais. Ah, en tout cas, par rapport au métronome, on pourrait peut-être donner aussi quelques exemples de contexte d'utilisation. Tu en as déjà donné quelques-uns, mais par exemple, si on prend par rapport à du travail purement technique, là on a parlé un peu de travail musical, on peut dire. Moi, par exemple, le métronome, j'aime bien l'utiliser au niveau de la technique de deux façons. C'est que je vais avoir le travail, comme je disais, purement technique, où là je prends le métronome comme quelque chose d'un peu aride, tu vois, que, comme je disais tout à l'heure, vraiment parfait. Et du coup, je vais chercher à travailler la technique pure avec un peu un côté, c'est un terme qui n'est pas forcément très joli, mais robotique dans le sens vraiment développer un automatisme du geste, une perfection dans le geste, etc. Mais après, il y a aussi la dimension musicale, c'est-à-dire que quand tu fais la technique pure avec le métronome, c'est bien aussi après d'essayer tout de suite de l'utiliser musicalement. Et par exemple, toi, si je vais travailler, je sais pas, un fragment technique quelconque, par exemple sur un doigté qui me pose des difficultés ou autre, je vais d'abord le travailler comme exo purement technique avec un métronome. Et après, je vais, par exemple, garder mon métronome, mais cette fois, le fragment technique, je vais plus le travailler comme exotechnique pure, mais je vais le travailler de manière musicale, c'est-à-dire que je vais imaginer que je suis en train de jouer un morceau, que je suis en train d'improviser, et je vais essayer de faire des plans qui intègrent, donc qui mélangent d'autres doigtés, mais qui va commencer à intégrer ce doigté au sein de phrases musicales plus intéressantes. Hmm. Et du coup, ça va donner tout de suite euh, une utilisation du métronome qui là te sert plus juste à vérifier que tu es parfaitement en rythme dans ton enchaînement de doigtés, etc., mais qui va te donner finalement un squelette rythmique derrière, comme si tu avais un batteur, et par-dessus, tu essayes du coup soit de travailler du placement rythmique avec ce doigté qui pose problème, soit, comme je disais, de l'intégrer dans des phrases. Donc il peut y avoir cette utilisation-là aussi du métronome. Et après, par exemple, bon, il y a pour tout le travail de la vitesse. Bon, peut-être ça, c'est pas proprement lié au métronome. J'allais parler du fait par exemple, si tu as un fragment difficile, de faire les trucs classiques, alterner lent, rapide, euh, où du coup, tu considères ton métronome, par exemple, euh, qui va faire, par exemple, des noirs. Et toi, par exemple, tu vas jouer du coup des noirs tout le temps. Et après, tu imagines que ton métronome, cette fois, ça devient des doubles croches ou des croches ou des blanches ou autres, et tu vas changer, par exemple, tu vas te réadapter en fonction de comment tu ressens la battue du métronome pour jouer plus vite, moins vite, etc. Donc, tu as différentes comme ça stratégies pour travailler les phrasés plus rapidement, plus lent, les alternances, changer les débits, etc. Et après, ce qui peut être intéressant aussi avec le métronome, c'est des fois de le reconstituer. Moi, j'ai déjà fait faire ça à des élèves. C'est d'écouter un morceau, par exemple un morceau qu'ils vont Hmm. devoir jouer, et en fait, sans la guitare, de rechoper la pulse du morceau. Et en fait, de se concentrer, d'essayer de refaire un métronome par-dessus le morceau, tu vois.
Parce que d'habitude, on prend l'habitude de jouer par-dessus un métronome, mais des fois, ça peut être bien d'écouter une musique et de devenir soi-même le métronome de cette musique, pour justement voir si tu arrives à garder la pulse et si tu arrives à le faire sans être dérangé par ce que jouent les instruments. Parce que par moment, notamment si tu joues des morceaux, je sais pas si je prends des trucs typiques à CDC où ils vont beaucoup jouer sur les contretemps, sur la dernière croche par exemple, ou sur vraiment des levées tu vois, qui te mettent Ouais. tout le temps avec les guitares un peu à contretemps, alors que la batterie elle est très, très droite chez ACDC. Euh, ça peut être vachement intéressant du coup, de te dire, tu es en train d'entendre une guitare qui est tout le temps sur des contretemps, tout le temps sur des contretemps, mais toi tu dois faire le métronome hyper droit, hyper carré, tu vois, de rester droit dans tes bottes, rester droit dans ton rythme, et de voir si tu arrives à le tenir et du coup ne pas être influencé. Ça, c'est un exercice qui est intéressant et qui n'est pas forcément toujours simple à faire selon le type de morceau. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est que après, oui, voilà, oui, oui, toi, tu sers en fait, oui, bah, c'est comme si, par exemple, quand tu fais du jazz ou du jazz fusion et que tu as un riff à jouer, que lui, le batteur, il tape un solo de batterie dessus et qu'il essaye de te mettre à l'amende Mhm. en faisant des contretemps ou en faisant des tempos dans le Ouais. tempo ou des Fais des petites polyrythmes. blagues là par-ci par-là. Ben moi, j'adorais faire ça, hein. Ouais. Ça m'arrivait nous, ça nous arrivait en concert, quoi, de lancer un riff Mhm. et qu'en fait le batteur qui garde des pêches et qu'en même temps il improvise et puis qu'il essaie de faire vraiment des trucs déstabilisants. Enfin moi j'adorais faire ça, hein, Mhm. garder le riff alors que lui il se la jouait à fond. Je trouvais ça vachement intéressant, justement ce dont tu parles d'être solide en fait rythmiquement Ouais. quoi. Parce que c'est Mhm. vrai qu'il est bon moi qui ai enregistré beaucoup de backing track, qui a beaucoup de commandes actuellement. Parce qu'en fait, quand tu fais un backing track, tu fais quelque chose, en gros, c'est une compo, parce que, enfin, moi, je le prends comme ça, Oui, c'est le cas. parce qu'on me demande, mais comment, machin et tout, bah, je dis, bah, déjà, il faut faire un morceau, parce que sinon, si tu fais un exercice, déjà, les gens, ils prennent beaucoup moins de plaisir à jouer dessus. Ouais, Mais ouais. le fait que, là, en ce moment, j'ai pas mal de commandes, et notamment beaucoup de choses différentes, et en fait, des fois, on me demande de refaire des morceaux, soit parce que les gars, ils ont plus les pistes, ou soit ils m'envoient un Mhm. truc qui est plus ou moins tout fait. Et moi, je dois refaire tout sur Logic. Et c'est vrai que ce que je remarque, c'est qu'il y a des tempos et des grooves dans lesquels tu es beaucoup plus à l'aise. Mhm. Ça, c'est inhérent à ta culture, hein. Par exemple, là, je travaille avec en ce moment, je travaille pour une personne qui est en Égypte. Si tu veux, la musique qui me demande de refaire, tu vois, c'est pas forcément des tempos, des trucs dans lesquels je suis à l'aise tout le temps, hein, parce que bon, Mhm. c'est diversifié. Et c'est vachement intéressant de sortir encore une fois des temps de sa zone de confort avec certains grooves. Par exemple, il y a beaucoup de grooves en 2/4, donc des grooves dédoublés Ouais, en fait. ouais. Des shuffles dédoublés, donc c'est pas vraiment du half-time shuffle, vraiment c'est vraiment Mhm. shuffle, mais au lieu d'avoir par exemple grosse caisse claire sur le 1 et 2 Ouais. et 3 et 4, en fait la grosse caisse c'est sur le 1 et la caisse claire sur le 3, Mhm. tout en gardant un Ouais. shuffle vraiment marqué quoi, si tu veux, et c'est pas, Mhm. et il m'a demandé de refaire un solo là-dessus. Euh, et c'est vrai que du coup, c'était pas dur, mais c'est pour être inspiré à la guitare dans ce tempo-là. Je sais plus quel était le tempo. Je crois que on était à 60 en shuffle. Donc ça donnait Mhm. 60 en shuffle, ça me donnait euh, non, pardon, c'était 120 en shuffle de 4. Donc oui, c'est l'équivalent de, de 60, quoi. Mhm. Et en fait, Mais ouais, dis-moi. ces tempos-là, quand tu disais des tempos, tu vois, pas forcément habituels, pour toi, tu parles le tempo par rapport au genre qui est demandé, qui n'est pas habituel, ou tu parles en général? Non, en général, c'est des tempos. D'accord. Par exemple, je me souviens que quand je faisais beaucoup de jazz, j'ai rencontré Mhm. des gens qui avaient joué avec Kurt Rosenwinkel et que les mecs lui avaient dit ouais, les tempos, il faut faire gaffe parce que nous, à la guitare, par rapport à machin truc, tu vois, les notes longues, les notes courtes, Mhm. il y a des tempos qui sont dérangeants. Et c'est vrai que des fois, selon les tempos, en fait, ben c'est pas évident de phraser parce que de phraser des croches shuffle ça sonne pas terrible, de phraser tout le temps triolet ça sonne très mécanique.
Il Hmm. faut trouver en fait un compromis. Alors des fois, ça peut être dans des notes très longues et poser quelque chose de vachement ambiante ou Ouais. tu vois, Ouais, le tempo t'influence dans ton phrasé aussi, quoi. oui, voilà, c'est ça. Et notamment, Ouais. carrément, pour enregistrer, bon, un truc, il m'a demandé un truc en plus un peu improbable, c'était un truc un peu à la Dire Straits là-dessus. D'accord. Euh, Ben, en fait, bon, j'ai fait deux trois prises, j'ai dit putain, j'arrive pas à me. Tu vois, j'étais pas dans le mood, quoi, tu vois. Hmm. Et en fait, je me suis posé, carrément, j'ai pris le métronome et j'ai travaillé ce tempo-là en me disant qu'est-ce que je peux faire dessus pour Hmm. que ça sonne Intéressant. ouais, intéressant et puis optimisé aussi pour le contexte, quoi. Ouais, ouais. Donc, jouer vite, ça servait à rien. Hmm. Jouer des triolets, ça sonnait pas. Jouer des croches shuffle, ça sonnait pas. Donc en fait, il a fallu jouer, mais j'ai joué en mode T'as valeur, fait quoi pour finir? des valeurs longues, noires, triolet enfin pas noires, blanches, rondes, Ouais. triolet noir. Et en fait, j'ai dédoublé moi-même le solo, c'est-à-dire que au lieu de remplir, ben, j'ai joué sur le groove et sur les valeurs longues, quoi, en fait. Ok. Et des valeurs longues qui pouvaient être pointées, qui n'étaient pas forcément sur le temps, tu vois. Hmm. Et en fait, au final, ça sonnait, c'est ce qui sonnait le plus intéressant. En tout cas, Ouais. pour la période dans laquelle je suis. Peut-être si je m'entraîne pendant 2 ans à jouer ce genre de choses, je vais le sentir autrement. Je ferai quelque chose d'autre. Ouais. Mais là, en tout cas, de toutes les prises que j'ai fait, les trucs qui sonnaient le mieux à mon oreille actuellement, c'était justement des trucs en valeur longue, quoi. Hmm. Ouais, pendant que tu t'expliquais ça, tu vois, il y a un truc qui m'est venu en tête par rapport justement, par rapport aux valeurs de rythme que tu vas jouer par-dessus une pulse. Un truc qui est aussi intéressant à faire. Là, ça rejoint un petit peu le travail du rythme en même temps, mais bon, pas de toute façon, quand on parle du métronome, on est quand même souvent à parler de rythme. C'est normal, c'est lié. C'est aussi le fait d'essayer de se placer par rapport au métronome dans la mesure. C'est-à-dire que Oui, souvent, l'utilisation du métronome que vont avoir les gens, c'est d'essayer d'être avec le premier temps. Tu vois, ils vont jouer leur plan et ils se concentrent sur les premiers temps à chaque fois de la mesure et essayer de bien tomber dessus. Parfois, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire, je vais jouer que les quatrièmes doubles. Ça marche bien avec les doubles, tu vois, de se ah oui, dire, on oui, prend les 16 doubles de la mesure et je vais jouer toutes les 4 doubles, mais du coup, pour chaque temps, on prend la quatrième, du coup, on est juste une double croche avant chaque pulsation. Voilà, ou de se dire, on prend la deuxième double, ou après, plus difficile, c'est qu'on se dit, sur le premier temps, je fais la 4, sur le deuxième temps, je fais la 3, sur le troisième temps, je fais la 2, et je tombe sur le temps, sur le quatrième temps, en jouant la première double. Tu vois, de faire des combinaisons comme ça. oui. Moi, j'avais faire ça à un élève où j'avais fait des petites flashcards où en gros j'avais dessiné toutes les combinaisons possibles. Le fait, par exemple, toutes les combinaisons possibles sur un temps. C'est-à-dire soit tu as zéro double croche à jouer, donc l'équivalent d'un silence, soit tu n'en as qu'une, la première, soit tu en as une qui est la deuxième, la troisième, la quatrième. Ensuite, tu peux avoir la première plus la deuxième, la première et la trois, la une et la quatre, et ainsi de suite. Tu as toutes les combinaisons possibles. Et de se dire, par exemple, bah, tiens, je vais piocher 4 cartes au pif. Et en fait, je les pose l'une à côté de l'autre et hop, ça te donne le rythme que tu dois jouer par-dessus ton métronome. Et, tu vois, même faire ça sur des simples notes étouffées, ou alors faire ça sur une note tenue, une note, déjà, c'est un sacré exercice de placement. Et ça, c'est quelque chose que le métronome est assez utile pour ce genre de travail. Moi, c'est quelque chose aussi que j'ai pratiqué personnellement et que je trouve qui est vachement ludique. Le fait aussi comme ça de travailler un peu avec des cartes et un côté aléatoire. En tout cas, personnellement, moi, ça me donne cet aspect un peu ludique de jamais savoir sur quoi tu vas tomber. Parce qu'un petit écueil qu'on peut avoir souvent, et je pense que c'est pas propre au rythme, c'est de jouer ce qu'on sait faire et quand tu as plein de possibilités, c'est pareil pour les doigtés, tu sais, les fameux doigtés chromatiques. Là, tout Oui. le monde bosse le 1, 2, 3, 4 et tout le monde bosse le 4, 3, 2, 1 à la limite. Et en gros, sorti de ces deux-là, les 22 autres, quasiment personne les bosse. Et c'est pareil pour le rythme. Tu vois, on va faire quelques combinaisons. Et en fait, dans toutes celles qui existent, t'en as les trois quarts qui sont jamais travaillés. Et le fait de bosser comme ça avec des petites cartes, ça te permet de vraiment tester toutes les combinaisons au maximum
et de ne pas être influencé dans tes choix. Parce que là, c'est vraiment le hasard qui te dicte ce que tu dois travailler et jouer. Donc voilà, je vous donne comme ça, hein, les éditeurs, un petit jeu à tester à la maison. C'est très facile à faire, hein. Vous découpez des feuilles, vous écrivez vos rythmes. Et comme ça, vous pouvez vous entraîner, vous mettez un métronome et vous pouvez vraiment vous entraîner à ressentir ce rapport entre votre guitare et le métronome, et donc la pulsation. Ouais, tout à fait, c'est vachement intéressant. Ouais. Et ça marche bien, surtout pour faire progresser en rythme. C'est vrai que moi, j'avais vu l'élève en question, il commençait à arriver à mieux ressentir le truc. Parce que euh, c'est vrai qu'avant ça, quand il jouait, il perdait un peu le fil au bout d'un moment. Tu vois, il savait plus forcément à l'intérieur du cycle, par exemple, de 4 mesures ou de 8 mesures, etc. Au bout d'un moment, il savait plus trop où il était, sur quelle mesure dans le cycle, ni forcément sur quel temps. Donc, avec ça, ça permet vraiment de se focaliser beaucoup plus sur le rapport entre la guitare et la pulsation sur laquelle on joue. Et vraiment de mieux ressentir où on se trouve tout le temps. Oui, notamment de bosser, par exemple, c'est ce que j'invite les gens à faire souvent, c'est de bosser leur gamme en s'imposant des rythmes. Oui, Ou s'imposer, c'est effectivement. ce dont je parlais dans une vidéo la dernière fois, c'était de prendre un phrasé et puis de phraser avec, changer les notes et garder le même rythme. Hmm. Et de prendre le même rythme, le décaler. Voilà, il y a tellement de choses à faire en fait. Niveau rythmique, les possibilités, alors malgré tout, personne n'y pense, mais les possibilités rythmiques sont beaucoup plus grandes, beaucoup plus nombreuses que les possibilités Les mélodiques. combinaisons de notes. Oui, bien sûr, parce que quand tu prends tous les rythmes existants et quand tu rajoutes en plus les pointés, les possibilités de triolet, de Et si, quartolet, et si, quintolet, enfin, t'en finis jamais, quoi. et si jamais en plus tu rajoutes les paramètres de nuance et d'accentuation, alors là, mais Oui, c'est. bon, là, oui. Parce que prendre n'importe quel rythme, change l'accentuation, même le même rythme n'a plus la même figure, Oui, quoi. oui, effectivement, parce que selon la note que tu accentues, tu donnes un sentiment de placement rythmique différent par rapport à la pulsation, qui est elle-même un indicateur. Parce que chaque mesure, elle a naturellement en elle une impulsion. Si par exemple on prend le 4-4, tu as l'impulsion principale qui va être sur le 1, tu as une impulsion un petit peu moins forte qui va être mise sur le 3, et finalement le 2L4, c'est les questions-réponses du 1 et du 3. Donc, si pour les auditeurs, si on devait par exemple donner les accentuations pour la mesure à 4 temps, on aurait fort, un peu moins fort, et ensuite le fort qui vient après, il est un peu moins fort que le premier fort, et le quatrième temps qui va être faible, il va être un peu plus faible encore que le deuxième temps qui est le faible également. Donc ça nous ferait genre fort faible, un peu moins fort, un peu plus faible, quelque chose comme ça. Donc en fait, chaque temps a un peu sa propre importance, son propre poids. Et du coup, nous, les accentuations qu'on va mettre dans nos rythmes, c'est encore des poids qu'on peut venir rajouter à nos notes qui vont du coup prendre une appréciation différente selon là où on le place par rapport au temps. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que Si, mais j'explique là, c'est parce que vachement intéressant. c'est un peu compliqué à expliquer clairement comme ça, juste par les mots, mais en tout cas, il y a comme ça pas mal de paramètres qui sont interdépendants dans la musique. Tout est lié en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est toujours un rapport entre ce qu'on fait et ce sur quoi on le fait, quoi. Oui. Mais Voilà. c'est vachement intéressant ce que tu disais aussi par les gammes. Moi, je sais que je l'ai pas mal bossé au conservatoire. Quand je bossais les gammes, je me souviens, c'était un bouquin de Segovia, Andrés Segovia, où tu avais des tonnes de doigtés de toutes les gammes majeures, mineures, etc. Donc, tu te farcissais tout dans toutes les tonalités. Oui. Et du coup, tu avais les gammes sur les rythmes simples, à base de noir, à base de croche, à base de double croche. Et après, tu avais les combinaisons, genre deux doubles croche ou croche de double, triolet. Le fait de basculer, par exemple, de faire quatre doubles, puis un triolet, puis à nouveau quatre doubles, puis un triolet. Et en fait, ça se fait des décalages parce imaginons que tu bosses une gamme traditionnelle à la guitare électrique avec la position à trois doigts et Oui. que tu bosses en double croche. Tu vas te retrouver à faire un 2 3 4. Sauf qu'en fait, sur ta corde, tu vas jouer trois notes et la quatrième double, elle sera sur la corde suivante. Et si après, tu enchaînes avec un triolet, tu te retrouves du coup avec deux notes du triolet qui sont sur la même corde et la note suivante qui bascule sur l'autre corde. Et en fait, ça te fait tout des déphasages. En fait, tu as le rythme qui ne correspond pas à ce que tu joues en termes de doigté, en termes de nombre de notes jouées sur la corde.
Ce qui est beaucoup plus simple, par exemple, avec les chromatismes. Si tu fais les chromatismes en double croche, c'est facile parce que tu as quatre doubles croches sur chaque corde. Un 2 3 4 un 2 Oui, 3 4 un 2 3 4 c'est facile. Par contre, si tu fais tes chromatismes en triolet, un 2 3 1 2 là, tu changes de oui, corde. ouais, ouais. Et en fait, tu te retrouves avec des trucs un peu mindfuck, comme j'aime bien dire. Donc, des torts-cerveau un peu. Après, je dois Et t'avouer que par exemple, dans ma pratique, cet aspect-là, j'essaye de le gommer totalement, quoi. Enfin, c'est-à-dire, quel c'est-à-dire aspect que tu par veux? exemple, j'évite de faire des triolets alors que je joue trois notes par corde. C'est un peu, D'accord. ce que je dis, c'est un peu subjectif, mais euh, par exemple, Ouais, t'évites les choses trop évidentes en termes de lien entre le doigté et le rythme que tu fais, quoi. C'est ouais, ça. voilà, c'est ça. Essaye de dissocier complètement Alors, le doigté du rythme. c'est pas dans un but de me compliquer la vie, c'est simplement dans un souci Ouais, je comprends ça, ouais. de, de, de dynamique, quoi. Voilà. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est que t'essayes de pas contraindre tes phrasés par les doigtés purement digital que tu as choisi, quoi. Parce que, effectivement, le doigté qu'on fait à la guitare, ça n'a pas de valeur en soi. Ça doit pas dicter ni contraindre la musique. C'est vrai que c'est pour ça que souvent, quand on bosse que les gammes en position trois notes par corde, ben, on se retrouve à phraser que comme ça, parce qu'on a travaillé que comme ça. Alors Euh, après, moi, c'est le système que j'ai le plus enfin, le plus travaillé, parce que depuis, en moi fait, aussi, hein. moi, je dois t'avouer que je suis un peu maniaque sur certaines choses. Ouais, Et que le fait que. Alors, ce que je trouve très intéressant dans le 3 notes par corde, c'est déjà 3 notes par corde, ça permet de faire beaucoup de legato, du sweep ouais, picking, etc. carrément. facilement, de l'aller-retour facilement, en fait, parce que la division par 3 c'est quand même quelque chose qui Mm. simplifie au niveau technique pour les guitaristes. Ouais. Mais aussi, ce que j'aime dans ce système, c'est que du moment que tu as joué, en fait, tes 7 positions 3 notes par corde, tu as parcouru tout le manche. Mm. Tu Oui, vois? oui. Bien qu'on pourrait parler des gammes à la guitare, hein, moi ce que j'invite c'est les gens, c'est de penser en fait le manche entier pour une seule position dans toutes les tonalités, hein, en fait, hein, voilà. Mm. Faudra qu'on fasse un podcast sur les gammes, Ouais. les modes, tout ça. Moi j'aime bien penser la guitare comme un piano aussi en système d'octave, enfin bon bref. Ouais. Ou alors en diagonale inverse, en diagonale, en Mm. horizontale, en verticale, enfin bon bref. Mais c'est vrai que les doigtés en position, quoi. Moi, j'aime quand Mm. ça s'entend en plus, hein, au niveau du jeu. J'aime quand le jeu est vivant au niveau du manche, quoi. Mais Et après, tu vois, par rapport au choix des doigtés, il y a quand même un paramètre qui est souvent négligé, qu'il faut prendre en compte malgré tout, c'est le timbre. Parce que tu n'as pas du tout le même son quand tu fais quand tu fais ta gamme à trois notes par corde que quand tu l'as fait sur une seule corde ou quand tu l'as fait avec, par exemple, deux notes sur la même corde, ensuite trois sur la corde suivante, etc. Parce qu'aucune corde n'a vraiment le même son. Et du coup, c'est vrai. quand tu veux à un moment donné que telle note précise, elle ait un autre son, bah à ce moment, imaginons que tu fais trois notes et que tu veux que la troisième, elle n'ait pas le même timbre. Là, tu vas être forcé de changer de corde. Si tu veux vraiment, je parle en pur timbre de corde, hein, parce qu'effectivement, tu peux quand même changer le timbre au niveau de ta main droite en fonction si tu joues vers le chevalet, etc. Changer éventuellement l'attaque du médiator. Mais là, je parle vraiment au niveau du pur timbre de la corde. Euh, c'est intéressant aussi de penser à ça, de te dire, OK, là, je vais faire trois notes par corde parce que je veux que les trois notes aient une homogénéité de timbre au niveau de la corde. Mais par contre, peut-être si je veux quatre notes qui aient la même homogénéité, bah, je vais faire un démanché pour pouvoir continuer sur la même corde et seulement après, je vais changer de corde, tu vois. Moi, les doigtés, je les vois beaucoup au niveau du choix également sur cet aspect-là. Vraiment, moi, maintenant, mes doigtés, je les pense beaucoup plus. Je les improvise assez peu, je t'avoue, mes doigtés. D'ailleurs, quand j'improvise, finalement, je suis jamais vraiment satisfait de ce qui vient spontanément parce que j'ai besoin de beaucoup réfléchir sur ce que je joue. Je suis plus dans la composition, tu vois, moi, que l'improvisation parce que j'aime énormément retravailler derrière ce que je fais. Donc, par exemple, je vais commencer à faire un phrasé, je vais trouver un truc qui me plaît. Et après, je vais stopper, j'arrête d'improviser et je vais passer peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes à m'arrêter sur ce phrasé et me dire, OK, alors celui-là, si je le faisais tout sur une corde, si je le prenais comme ça, comment ça sonne, comme ça, comment ça sonne. Et tu vois, en fait, je vais chercher le doigté qui me donne le son que je veux. Un peu comme, je sais pas si tu avais entendu ce que disait Rick Johnson par rapport au morceau Cliff of Dover, où il Non. avait passé un temps fou à obtenir vraiment le son qu'il voulait sur ce riff.
notamment par rapport à la corde de sol, etc. Il me semble, si je dis pas d'ânerie, qu'il y avait justement cette question du choix du doigté, du choix de la corde sur laquelle il jouait, qui entrait beaucoup en compte, tu vois, dans le, dans le rendu du riff. Oui, dans le rendu du riff, ouais. Oui, Donc du coup, ça fait partie des choses importantes dans les doigtés des gammes, quoi. ouais, c'est vrai que après, c'est vrai que moi j'ai le même genre de pratique que toi par rapport à ça, mais quand en fait je travaille le plan de quelqu'un d'autre. Oui. Et quand je travaille l'improvisation, moi, c'est ce que j'expliquais la dernière fois en live sur YouTube, c'est ce que j'expliquais à une personne, c'est que je dis, ben moi, tu vois, quand je travaille l'improvisation, je mets le clic très lent, et parce que bon, je travaille beaucoup, on va dire, sur le phrasé out et compagnie, à Mm. l'articulation. Et c'est vrai que je travaille le phrasing, je m'entraîne à improviser lentement, euh, pour trouver des nouvelles idées, etc. Et moi, c'est complètement l'inverse de toi, c'est-à-dire dans le sens où non, mais c'est pas l'inverse, pas au niveau de la pratique, mais au niveau de la personnalité, simplement. Oui. Dans le fait est que moi, dès que j'ai fait quelque chose et que je me suis enregistré et que je veux plus jamais réécouter, quoi, tu vois. Ouais, ouais, tu fais le truc une fois et après tu passes à autre chose, quoi. Ah ouais, ouais, je veux pas Ouais, revenir effectivement, dessus. effectivement, moi j'ai l'approche inverse. C'est que Et je m'attarde beaucoup parce sur que les choses. quand je le fais, en fait, je suis une personne. Le problème, c'est bon. Après, je compose avec ma personnalité. Hein, depuis, Ouais, ouais, bon, bien je sûr. commence à me connaître. J'ai bientôt 40 ans, les amis. Là, on est le 18 novembre, à l'époque où on est 2020, et j'ai 40 ans le 5 décembre. Donc, tu vois, Mm. si tu te connais pas à 40 ans, c'est foutu, quoi. Ouais. Et moi, si par exemple, j'enregistre quelque chose et que je réécoute et que je réécoute et que je réécoute, que je le publie pas dans l'heure qui suit, Mhm. ça part à la poubelle de mon desktop. Ouais. Voilà. C'est clair et net et précis, quoi. Je supporte pas de me réécouter. Et puis, heureusement que je publie vite parce que sinon, j'aurais jamais rien publié de ma vie, quoi. Oui, c'est le syndrome du perfectionniste qui passe sa vie à faire une œuvre que personne ne connaîtra. Bah, Plus j'ai été comme précisément, ça l'œuvre parfaite que personne ne connaîtra parce qu'il l'aura jamais terminée. voilà, c'est un peu comment pour attends, je me souviens plus l'œuvre. Il y a une œuvre comme ça. Je sais plus qui c'est qui l'a écrite. En fait, il a passé sa vie à l'écrire. En fait, il est mort sans jamais la publier. Oui, oui, voilà. Euh, Oh mince. Bref, ça me reviendra. J'en parlerai pour les auditeurs fidèles. Mm. J'en parlerai dans un prochain podcast. Mais, mais oui, effectivement, sur cette façon d'aborder, effectivement, on est assez différents. Moi, c'est parce que j'aime bien rentrer dans le détail des choses. En fait, moi, je me sers de ça, si tu veux, pour approfondir des idées, approfondir des techniques, approfondir ouais, un phrasé, un son, etc. Et moi, je me sers beaucoup. En fait, je me sers de l'improvisation, moi, que pour une unique chose. C'est uniquement pour trouver une idée. Et en fait, j'improvise jamais pour improviser, si tu veux, pour voilà, me dire, tiens, je vais taper un solo d'impro de 10 minutes et me dire, ok, ça doit tenir la route, tout ça. En fait, moi, j'improvise purement pour chercher des idées de phrasé et après me stopper et développer ça en forme de composition. Finalement, moi, l'impro, elle est dédiée que à devenir une forme de composition à terme. Donc, c'est plutôt une phase de recherche d'idées. C'est pour ça que je fais beaucoup par fragmentation quand j'improvise comme ça. Ah bah là, mais alors on n'est plus du tout sur le thème du métronome. Je Attends, me rends attends, compte. j'allais parler des reptiliens et du Ah, mais voilà. Covid-19, tu vois. Euh, Le Covid-20 même maintenant, hein, Ah ouais, il ouais. faut se mettre à jour. Attends, Ah, et c'est le le Covid-20? Covid-21 Non, maintenant. c'est pas vrai, arrête. C'est vrai? Non, non, Non. non, Ah pas non. du tout. Mais non, mais en fait, c'est tout ça pour dire qu'en fait, everything is music. Tu vois? C'est la phrase Jean-Claude Van Damme de l'épisode. Ouais, et puis, Et tu et remarqueras que du je n'ai pas cité Alan Allsworth, mais c'est trop tard, ça y ah, est. c'est trop tard, ça y est. Je pense que tous les auditeurs étaient en sueur, là, ils commençaient à se dire, Tiens, mais qu'est-ce non, qui mais se non, passe? non, non, non. Une brèche dans l'espace-temps, quoi. Vite, cite-le, cite-le. Voilà. Non, mais Et je vais citer aussi euh, un autre personnage. Je vais citer Ligeti.
un compositeur de musique contemporaine que je pense que sûrement les auditeurs ne connaissent pas, mais si vous avez déjà vu des Bah, films de Stanley Kubrick, moi, vous avez forcément je connaissais quand entendu. même. Voilà, il y a notamment le Lontano qui est utilisé dans plein d'œuvres de Kubrick. Bref, il a fait une œuvre pour 1000 métronomes. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 1000. Attends, je vérifie ça tout de suite. Mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, en gros, dans une salle, donc il me semble que c'est 1000, mais 1000 métronomes qui sont lancés tous en même temps. Et en fait, l'œuvre, c'est les métronomes qui progressivement s'arrêtent de fonctionner l'un après l'autre et se déphasent progressivement. Et en fait, la musique est générée par les métronomes. Si ça vous amuse, je vous conseille d'aller écouter. Alors, je vais vous donner le titre. Je vais essayer de retrouver ça rapidement. Voilà, c'est Poème symphonique pour 100 métronomes. C'est pas 1000, c'est 100. Allez écouter ça de Giorgi Ligeti, Poème symphonique pour 100 métronomes. Donc ça dure à peu près 8 minutes le morceau. Et donc vous avez ces 100 métronomes qui sont déclenchés tous au début de l'œuvre et ensuite la musique se termine quand le dernier métronome s'est arrêté. Donc ça rebondit sur ce que tu viens de dire. Everything is music, c'est vrai. Ouais, alors là, ouais, On va même citer John Cage. les mecs, ils sont quand même. Voilà. Mais en fait, il faut savoir un truc, c'est Fallait qu'il y a. avoir l'idée. Non, et puis même ces mecs-là, c'est que ils sont capables de faire ce qu'ils veulent avec de la musique. Oui, Ils sont oui, oui. largement capables d'écrire une œuvre que t'aurais jamais entendu quelque chose d'aussi beau. C'est simplement que ça les intéresse pas parce que ces mecs-là, ils sont tellement en avance. Et puis ils sont tellement dans Mm. une démarche même, j'ai envie de te dire, c'est même plus musical mais culturel. C'est des mecs qui lisent des choses qui sont en rapport. Je prends par exemple un mec comme Boulez, Mhm. qui était très 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 fan de... Comment il s'appelle de René Char, le poète contemporain. Mhm. C'est des gars qui sont avec leur temps, etc. Donc, et qui sont pas que des musiciens, mais qui sont des personnes extrêmement érudites, extrêmement Oui, intelligentes, extrêmement cultivées, et qu'il y a toute une démarche en fait philosophique derrière ça, et que les oui, et c'est auditeurs de soient pousser bien. la musique Voilà, c'est ça. dans des nouvelles sphères. Et puis tout bêtement, mais c'est des gars qui veulent écrire la musique qui n'a pas été écrite et qui ne sera jamais plus Exactement, écrite. c'est ça. Parce que en fait, ces gars-là, par mathématiquement, même admettons si c'est pas des musiciens, des instrumentistes virtuoses, ce sont des gars qui sont capables d'écrire des œuvres qui sont à tomber par terre. Mm. Hein, c'est comme je prendrais souvent me parler de Nelson Veras. Mes parents à l'époque ils me disaient mais pourquoi t'écoutes Alan Allsworth ou Nelson Veras qui sont des mecs qui sont très 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 avancés. Et je dis mais ils sont capables de faire du beau ces gens-là Mm. et du beau pour le commun des mortels. C'est simplement qu'ils Oui, veulent jouer ce qui n'a pas été joué ou ce qui n'est pas encore. c'est ça. Voilà. Parce que ce qui est fait n'est plus à faire. C'est ça. Ouais, c'est un peu ça, mais Donc, oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as un mec qui va arriver, qui va écrire du bac, il n'y a personne qui en aura rien à foutre. c'est exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Voilà, Voilà. Tu vas écouter Bach si tu veux entendre du Bach, quoi. voilà, Après, c'est ça. là, ça se résume à de l'exercice de style, éventuellement de l'hommage, voire C'est du pastiche, c'est mais un peu comme les mecs enfin, moi, je trouve que c'est un peu comme les mecs qui font des covers hmm, de leur instrument. Enfin, des covers, ce que j'appelle stériles, dans le sens où, bon, bah, tu fais un cover admettons, de Metallica ou j'en sais rien, et ouais, ouais, c'est cool. Voilà, là, ça enfin, montre que tu sais le jouer, mais ça apporte voilà, des rien. covers de Malmsteen et tout, tu vois, pour moi, Hmm. c'est stérile. Après que, par exemple, tu fasses un cover du concerto numéro 3 de Rachmaninoff, qui est un concerto de piano, que tu le fasses, Hmm. par exemple, au violon ou à la guitare, là, ça envoie du lourd, Oui, parce que ça a ça déjà demande... plus d'intérêt, oui. Oui, ça a plus C'est d'intérêt. de l'arrangement, c'est C'est, plus de la voilà, c'est cover, ça. là. Oui, voilà, c'est Ouais. plus du cover. Mais C'est un faire vrai un travail co... musical. C'est un peu comme de dire, bah tiens, moi j'ai envie d'avoir la voix de, je sais pas moi, de Jean-Jacques Goldman, quoi. Enfin, je veux Hmm. dire, tu Hmm. perceras jamais en faisant du Jean-Jacques Goldman. Enfin, tout le monde s'en fout, Oui, puisqu'il y en a déjà. c'est ça, parce qu'il y en a déjà un, oui. Voilà, Ce qu'on cherche, c'est c'est sa comme si t'as propre voix. la voix de Michael Jackson, t'auras beau te gaver et avoir la même voix que lui, Hmm. bah, tout le monde s'en fout, puisqu'on a déjà eu Michael Jackson. Oui, puis en plus, ce que souvent les gens oublient, c'est que, bon, je prends l'exemple de Michael Jackson, c'est que Michael Jackson, c'est pas juste la voix de Michael Jackson, c'est aussi tout ce qui est autour, c'est le personnage, c'est son état Ah bah, d'esprit, déjà, tu le vois c'est pareil dans la danser. musique.
tu le vois Ouais, danser, ouais, la voix et la danse, parce qu'il aura beau faire. Je me souviens, il y a eu je crois pour ses 40 ans de carrière ou 45 ans de Mhm. carrière, il y a eu un gros concert de fées, et puis à un moment donné, il y avait un battle de danse. Ouais. T'avais des danseurs qui étaient beaucoup. Je pense à Usher notamment, qui techniquement était bien meilleur, enfin, du moins, pas bien meilleur, mais beaucoup plus élevé que Michael Jackson. Mais Mhm. la classe des deux. Michael Jackson, il faisait des pas qui étaient 3 fois moins techniques que ceux de Usher. Néanmoins, la Mhm. classe absolue, c'était Michael, quoi. Et c'est pas parce Ouais. que c'était Michael, mais juste parce que le gars a la classe naturelle. C'est ça. C'est C'est un quoi? tout, quoi. C'est pour ça que le côté un peu clone d'un tel musicien, c'est bon, à part, comme je disais, pour l'exercice de style, c'est pas très intéressant. Moi, je vois souvent des clones de tel ou tel, bah, notamment Malmsteen, on en parle souvent par rapport à ça, mais les clones de Malmsteen, t'en as des tonnes. Mais du coup, ça a pas d'intérêt parce que, ok, tu vas peut-être réussir à jouer aussi vite que lui, tu vas peut-être avoir le même son, tu vas T'auras pas le peut-être avoir. swag. Ouais, ouais, voilà. Le problème, c'est que tu n'auras pas l'ego surdimensionné qui va avec. Tu n'auras pas le pantalon cuir avec le petit tourné de guitare, la petite jambe en l'air. Tu n'auras pas le. Le pantalon cuir 'Fin, avec les Santiago en Ferrari jaune voilà, avec la la braguette petite montre ouverte. en or, la petite. Tu n'auras pas la grande gueule de Malmsteen, tu vois. Tu n'auras pas les voitures de collection. Tu n'auras pas Avec la chemise à jabot. l'exubérance voilà. Les petits froufrous au niveau du col, tu vois. Voilà, t'as pas le sex appeal, le swag. En fait, on pourrait Voilà, dire le swag de Même Steam, quoi. c'est ça. Et Mais tu en pourras fait, c'est tu pourras pas lâcher un raw dans une interview à la télé sans passer pour un gros porc. tu pourras pas dire que je sais Triani sait pas faire des bends de juste, que tu pourras pas dire en interview que c'est quoi cette merde de Nirvana, le guitariste sait pas jouer, tu vois, voilà, tu pourras pas bâcher tous les guitaristes parce que t'es pas Malmsteen. Ouais, c'est clair. Cette Puis fameuse tout le monde le interview là. sait. Tout le monde le sait, Ingrid Malmsteen, c'est Ingrid Malmsteen, quoi. Voilà, c'est ça. C'est un peu le Alain Delon de la guitare finalement, mais Ouais, ça passe c'est ça. crème. Et du coup, c'est voilà, c'est ça il faut penser. Je pense que ça pourrait être sympa de faire un podcast peut-être sur justement comment, je sais pas, comment trouver sa voix à la guitare ou comment développer son originalité, son style. Tu vois, un truc comme ça. Je sais pas, faudra qu'on en Ben, je discute. pense, Mais vite ça peut être fait, je peux intéressant. te donner la réponse là, c'est que je pense que la réponse, elle se trouve partout sauf dans la guitare. Tu vois? Ah, c'est intéressant. Non, franchement, ça vaut le coup qu'on Ah approfondisse, oui, hein, oui, je pense. ça vaut le coup. Parce que là, j'ai déjà un million d'idées qui me viennent juste avec la phrase que tu as dit. Ah ouais, moi aussi, pareil. Surtout, et puis moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un épisode rien que sur Même Steam, quoi. Ouais. Ouais, En plus, on en ouais. avait parlé avant de faire celui sur Korkamet. On avait envisagé Malmsteen. Je pense que ça vaut le coup. Sur les réseaux sociaux, c'est celui qui a généralement le plus d'intérêt, ce podcast-là. Ouais, D'ailleurs, puisqu'on tu voit un peu m'étonnes. nous les stats, hein, on peut vous le dire, que l'épisode qui a le mieux marché, euh, c'était lequel au niveau stats, celui qui a le mieux marché? Ah, tu me l'avais dit, mais je me souviens plus. C'était pas. Pratiquer la guitare, non? Comment Non, 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 pratiquer? non, 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 c'était je pas me souviens celui-là. plus. Non, ouais, moi je me Ou le souviens plus. métronome, non. Mais ça m'avait Le surpris. médiator, je sais plus. Ça Oui, m'a. effectivement, c'était pas celui auquel on s'attendait forcément. Ouais. Ouais. euh, Ouais, donc ça, on jouera un peu la transparence dessus puisqu'on est entre potes, hein, et puis ouais, pour nous, c'est du bonus le podcast, quoi. Hmm, c'est Mais ça. je pense qu'il est temps, si tu n'as plus rien à rajouter sur le métronome, avant qu'on atterrisse sur des sujets tels que la couche d'ozone ou autre, Ou euh, Donald Trump, ou. ouais, ou Donald Trump, tu vois. Lui, c'est un peu le Malmsteen de la politique Mais américaine. grave. Mais en plus, il a un peu le même, effectivement, style. Ah putain, mais Mais grave. sa Ah, mauvaise foi, elle est tellement c'est belle, clair. quoi. C'est tellement énorme, quoi, Mais de tu vois, dire j'ai pas perdu parce que moi je suis un winner, quoi. c'est un truc, moi, que j'ai retenu. Tu vois, quand j'ai étudié la composition au conservatoire, j'ai un de mes maîtres en composition qui m'expliquait que l'extrême, c'est quelque chose
Oui, qui marche toujours. Tu vois, par exemple, ceux qui vont faire des morceaux extrêmes, genre Morton Feldman qui fait des morceaux qui font 4 heures, 6 heures, c'est extrême au niveau de la durée. T'en as d'autres qui vont faire des choses extrêmes au niveau des concepts. Par exemple, John Cage qui fait son morceau 4 minutes 33 qui est du pur silence. C'est extrême au niveau voilà, de l'instrumentation, tu vois. Enfin, tout cet aspect extrême. En fait, voilà, Malmsteen, par exemple, ça marche parce que Malmsteen, il est extrême. Tu vois, Donald Trump, tout le monde, t'as des gens qui l'adorent, t'as des gens qui le détestent parce qu'il est extrême. T'as toujours ce côté-là au niveau de la personnalité, cette mais je remarque dimension-là, un en fait. truc, c'est que en fait, autant que les gens te détestent, autant ils t'aiment de l'autre côté. C'est ça. Et ils Ouais, ouais. t'aiment, et Très c'est bête à tranché. dire, mais la puissance de l'amour, parce que quand on te Mm. déteste, c'est une forme d'amour. Oui, ouais, c'est proche. Haine et amour, c'est proche au niveau Et en de fait, possibilité. c'est que moi, bon, on peut jouer la transparence aussi, c'est que quand, par exemple, c'est bête à dire, mais les vidéos qui marchent le mieux, c'est les vidéos qui sont le plus dislikées en fait aussi. Ouais, Dans le ouais, ouais. sens où en fait, toi, le fait d'affirmer ta position, quitte à blesser l'autre, Mm. ou à l'offusquer, ou le froisser, je saurais pas dire quel, quel mot employer, mais autant tu renforces l'amour de ceux qui sont d'accord avec toi. C'est ça. Et que Ouais, ouais. c'est beaucoup plus, euh, comment dirais-je, c'est beaucoup plus porteur qu'en fait d'être neutre. Et Bah oui, parce que ce que je vais neutre, dire, c'est très Jean-Claude Van Damme, mais c'est quelque chose c'est une phrase que j'emploie souvent. C'est que, notamment, ça m'est venu, en fait, cette phrase-là, elle m'est venue pour les mecs qui te font les lèches-culs dans le. Quand j'étais encore intermittent du spectacle, les gens Mm. en fait, c'est le pote de tout le monde, tu sais. Ouais. Mais j'ai dit, mais moi, ce mec-là, je peux pas me l'encadrer. Il me dit, mais pourquoi et tout, il y a tout le monde qui l'aime. Je dis, non, mais moi, le pote de tout le monde, pour moi, c'est le pote de personne, en fait. Ouais. Et bon, après, j'exagère un peu, bien sûr, je suis extrême hein, moi, dans ce que j'avance là. C'est pas pour. Je pouvais pas ne pas l'encadrer, mais ce que je veux dire, Mm. c'est que moi, je me méfie d'un mec qui est pote avec tout le monde, justement, parce que c'est le pote de Oui. personne. Ouais, En ouais. fait, c'est un peu comme de dire, bah, moi, je travaille tout. Ben, en fait, ouais, quand tu travailles tout, tu travailles rien. Mm. Ouais, t'as forcément des positions, tu as forcément des choix. Et, en plus, un point important à dire, c'est que justement, là, je parle même au niveau artistique, et pas que les musiciens, mais un artiste, c'est quelqu'un qui fait des choix. C'est la Oui, base. Un oui. artiste, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait des choix. Et par définition, quand tu fais un choix, ça veut dire que tu écartes des voix. Et quand tu écartes des choses, tu écartes forcément les personnes qui sont en accord avec ce que tu écartes. Et du coup, tu clives. Parce que si tu fais tel choix, tu as une partie des gens qui vont te suivre dans ce choix-là, et tu as forcément une partie des gens qui vont te dire, mais pourquoi il a fait ce choix-là, etc. Tu le vois partout, les choix de carrière. Bah, par exemple, tiens, Metallica, après le Black Album, qui est parti sur Load Reload, tu as les fans du début qui ont complètement lâché, qui limite leur ont craché à la gueule. Et puis, tu en as d'autres qui ont adoré, qui ont suivi. Tu vois, donc, c'est ça, c'est ce côté, on fait des choix, obligatoirement. Sinon, tu peux pas être artiste sans faire de choix. Puis Tu peux après, pas moi, être un artiste neutre, juste ça une n'existe pas. parenthèse pour ça, parce que bon, moi, c'est vrai que Load et Reload, je suis pas fan, ni du Black Album Moi d'ailleurs. non plus. Le Black Album, j'adore, mais Load Reload, à part Unforgiven 2 que j'adore, Non, mais et ils sont bien, quelques-unes les comme albums sont Loman bien. Lyrics, qui a un Les, style country. les albums sont bien, hein, de toute façon, hein, mais ce Oui. que je veux dire, c'est que, encore une fois, quand ça fait 40 ans que tu fais la même chose, mais heureusement que les gars, ils font pas la même chose, parce que de toute façon, tous Hmm. les groupes qui ont fait la même chose pendant toute leur carrière, en fait, ils ont sombré, quoi. Prends par exemple Bah, je l'exemple de sais pas, Manowar. AC/DC. AC/DC, ils font la même chose depuis. Ils sortent le même album depuis 40 ans. Non, c'est pas Bon, vrai, j'exagère un peu. t'exagères. T'exagères vachement. Déjà, avec Ball Breaker, ça a vachement changé. Ils ont changé de chanteur. Je suis désolé, il y a un tournant décisif. Quand tu prends par exemple Back in Black, c'est un tournant comparé à ce qu'ils faisaient avant. Oui, non, mais Euh, là, 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 je fais là- exprès un peu de clivage là, tu vois. mais c'est comme Guns N' Roses ou si tu veux, Ouais, quand bon, par exemple il y a eu eux, Chinese Democracy, mais attends, le mec il a pas sorti d'album pendant 20 ans, c'est plus le même homme, quoi. hein. C'est plus le Ouais, même c'est clair. artiste. Donc à un Ouais, moment ouais. donné, heureusement, regarde par exemple, je prends l'exemple d'un Manowar, tu vois. Manowar Mhm, qui a fait par contre le même album pendant toute sa carrière. Bon bah mhm. ils sont aux oubliettes hein, aujourd'hui, hein. Je suis Ouais, désolé. par contre, de Manowar, je tiens quand même à signaler un morceau que moi j'adore. Je suis pas du tout fan de Manowar. Je trouve que c'est hyper empoulé. Voilà,
mais il y a un morceau que j'adore, c'est le morceau qui est sur l'album Triumph of Steel et qui s'appelle Achille, Agony and Ecstasy in 8 Parts, qui est un morceau de 25 minutes, qui est monstrueux, qui change d'ambiance tout le Putain, temps. ils ont tout, Et hein. Ils ont tout, même le nom des chansons, parce que ouais, je connais superficiellement. ouais, Mais déjà, d'un point de vue marketing, ils ont tout. Rien que le nom que tu viens d'évoquer, là, c'est quoi? ouais. Achille, Ben, Ecstasy? Ecstasy and Agony, en fait, si tu veux, ça se base sur la mythologie. Tu vois, Bah oui. Achille et donc le combat contre. J'oublie son nom. C'est Achille contre. Ah, je sais plus. Je me souviens plus. Enfin C'est bref. pas percé, non, non. Non, non, je sais plus, mais en tout cas, ça raconte justement l'évolution de Achille comme ça jusqu'à sa mort. Donc c'est en 8 parties comme ça. C'est un morceau super épique avec des passages vraiment, mais à un moment donné, tu as un solo de batterie de 5 minutes, tu vois, un truc complètement absurde. Tu as un solo de basse piccolo qui est super aigu, qui est vraiment impressionnant. C'est un truc que j'ai jamais. Allez écouter ce morceau, j'ai jamais entendu un Ah, solo je pareil vais dans ma écouter vie. ça. C'est absolument monstrueux ce passage de basse. Alors, tu as des trucs complètement clichés, mais tu as des trucs complètement expérimentaux. Et en fait, à l'époque, il faut savoir que quand l'album est sorti, il y a des gens qui leur ont dit ah, vous serez jamais capable de jouer ce morceau en live, etc. Et forcément, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont joué en live pour clouer le bec à tout le monde. Donc voilà, moi je respecte Manowar rien que pour ce morceau qui est monstrueux. Et il faut vraiment écouter la partie du solo de la basse qui arrive aux 3 quarts du morceau. Honnêtement, j'ai jamais entendu un truc pareil Là, je suis dessus, avant. là. Ben, en fait, Alors, je sais c'est. plus quelle partie c'est. Ah bah, Euh, là, parce que. Attends, parce que là, Achille, Agony and Ecstasy, c'est Innate ça. Part. Ouais, Attends que je regarde. Ouais, 28 minutes 37, et c'est le premier album voilà. de. C'est le premier morceau de l'album, quoi. C'est ça. Et donc, tu as cette partie-là qui est, je pense, aux 3 quarts du morceau. De toute façon, tu entendras, il y a t'as la basse, t'as la basse toute seule. Ouais, Alors, je vais vous dire le time code. C'est autour de 22 minutes. d'accord. Au début, elle est en pure distorsion, mais après, elle est vraiment soliste. Et l'ambiance est absolument magnifique. Ah, je le retrouve plus. Bon, faut que vous cherchiez, mais c'est autour des 22 minutes ce solo de basse. C'est vraiment, il fait vraiment, c'est ultra rapide. Alors c'est avant, pardon. C'est avant, c'est autour des 20 minutes. Alors, je suis quasiment dessus. Voilà, c'est à 19 minutes 50, 19 minutes 40. Il y a une petite De quoi guitare. on parlait déjà? Bon, bah, Bon, je crois parler de que Manowar. sur ce, il est temps de sauver les dauphins. Voilà, Euh, et alors, donc, vous savez très bien que ce qui se passe, c'est que lorsque vous mettez un avis sur iTunes de 5 étoiles, pas une de vous moins, sauvez Flipper le dauphin. vous sauvez des dauphins. Donc, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, s'il vous plaît, ça aide au référencement du podcast. Donc, vous pouvez nous N'hésitez pas à retrouver. mettre un commentaire aussi. On adore lire vos commentaires. On va régulièrement vérifier si on a des nouveaux commentaires. Ah, Ça c'est la nous première permet chose d'avoir que je me des fais le idées matin. aussi. Voilà. Et surtout, ça nous fait plaisir aussi d'avoir des retours. Là, par exemple, Eh oui. c'était une personne qui avait demandé le sujet. Et je Ah. trouvais ça vachement intéressant. C'est Ouais, pas la puis, première fois qu'on fait un sujet ouais, proposé puis par un. ça fait à peine. Là, on enregistre le podcast. Elle nous a suggéré ça il y a genre 2 ou 3 jours. Donc Ouais. vraiment, on est Donc, réactif, vous voyez. donc il y a la page Facebook. Je vous invite à suivre la page Facebook Culture Guitare, donc où nous Ah. postons les épisodes quand ils sortent, quand ils sont dispatchés sur toutes les plateformes. Et Ouais, donc vous pour. étonnez pas, des fois ça met un peu de temps, je poste pas tout de suite le lien de l'épisode, c'est parce qu'on a toujours Deezer qui met une plombe à nous référencer. Les autres, le jeudi, ils sont en ligne. Des fois, le dernier, là, j'ai dû attendre samedi, l'épisode était toujours pas en ligne sur Deezer, quoi. Donc, bref, faut pas vous étonner si les posts arrivent pas tout de suite Et moi, comme je vis en sur Facebook. Espagne, en fait, je n'ai pas accès à Deezer, qui est, en Ouais. fait, puisque en fait, bon, bah, Spotify, c'est plus ou moins mondial, etc. Mais Mm. Deezer, c'est sur chaque pays, c'est différent. Ouais. Et donc, moi, je peux pas avoir accès à Deezer en Espagne. À Deezer français, j'ai pas le même catalogue, si vous voulez. Moi, quand j'ouvre, j'ai de la pop latino, quoi. Putain,
la pop hispanique plutôt, quoi. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, ça nous fait plaisir d'avoir des retours. Puis on a quand même pas mal de gens qui nous envoient des messages et qui nous mettent Ouais, des et qui disent et qui même qui on a, je partagent crois aussi. On a que beaucoup qui partagent régulièrement les épisodes. Ça, c'est vraiment cool et je les remercie. et puis il y On a a aussi Alex, par exemple, qui partage souvent nos podcasts. oui qui est créateur de contenu, hein, Oui, c'est Alex Ouski, je crois qu'il s'appelle. c'est ça. Oui. Et donc il fait des Merci à interviews, toi. etc. et des podcasts vidéo en fait, en gros. Mhm. Et puis, je voulais vous remercier. Et puis, bientôt, vous aurez à Noël, n'oubliez pas, vous avez l'épisode sur les élèves X-Men. Enfin, et les situations, hein, parce que bon, les élèves X-Men, ça peut être vite fait, alors que des situations, moi, j'en ai Oui. vraiment elles sont même plus croustillantes. Elles sont. C'est- Moi, je te J'ai dis, hâte. ma nouvelle copine, quand je lui en ai parlé, elle m'a dit non, c'est pas vrai. Si, si, je t'assure. Donc, tu vois, ça va. Et on s'est Ça rien donne dit avec envie là. Cyril pour Ouais. vraiment, pour vous garder Ouais. J'ai aussi hâte que vous de faire cet épisode, hein. le jus, la substance, la... Substantifique moelle. Voilà, donc pour que ce soit vraiment anthologique pour Noël, quoi. Pour que si jamais vous vous embêtez pendant le repas de famille, vous savez ce que il vous restera à faire. Et tout le monde, vous rigolerez, mais attends, j'ai rien raconté. Non, mais j'écoute mon podcast, là. Voilà. Bon, les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Cyril, Ouais. une Eh ben, bonne à nuit. bientôt également. Allez, à plus. À Ciao. plus. Bye.